de nous recevoir chez vous, dans n'importe où vous êtes, plus proche de vous nous sommes. Éco-Conscience TV, bienvenue dans l'émission spéciale Écologie et Conscience, un numéro spécial dédié à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, l'édition 2024. Et le thème pour cet entretien spécial, c'est la société civile et les transitions écologiques. Quel rôle de la société civile dans un monde en pleine mutation? Et nous allons recevoir un invité que vous connaissez très bien, qui est toujours là. Bon, il est là, il est sur le sol togolais, mais je dis, mais non, tu vas rester. Et puis, je l'ai attrapé pour qu'on puisse ensemble faire encore le brainstorming, aller dans les sujets et faire un débat sur cette thématique très importante. Vous le connaissez déjà. Son nom, c'est Monsieur Guillaume Quelin, expert climat et environnement. Il est aussi expert de la société civile. Bon, plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, nous allons le recevoir en tant qu'expert de la société civile. Merci de nous avoir choisis et restons connectés. Éco-Conscience TV, la web TV de l'écologie. Bienvenue, Monsieur Guillaume Quelin. Bonjour Hollande. Vous n'êtes pas inconnu de nos internautes parce qu'il y a 10 ans, bientôt 10 ans, nous avons reçu Monsieur Guillaume sur Éco-Conscience, on peut dire pour le start même d'Éco-Conscience TV. Et bientôt 10 ans et vous retrouvez encore. Mais quand je vous avais reçu, c'était dans la peau de diplomate à l'ambassade de France. Et là, c'est dans la peau d'acteur de société civile. Partagez-nous comment je peux l'expliquer, ces deux mondes-là et l'expérience de ces deux mondes il y a 10 ans. Bon, il y a 10 ans, il y avait déjà des interactions entre le service de coopération dans lequel je travaillais et puis la société civile. Hein. Il y avait pas mal d'appui auprès de journalistes, de jeunes, donc c'était pas deux mondes hermétiques. Il y a des liens entre les deux. Mais c'est vrai que j'ai changé de position et en fait, je trouve que c'était très riche, l'expérience à l'ambassade. Ça m'a permis de voir les grands enjeux liés au développement, au changement climatique, les différents types d'acteurs, justement, les gouvernements, la société civile, les médias, les universitaires. Et puis aujourd'hui, dans la peau de la société civile, en fait, je pense que j'ai une vision qui est plus proche des communautés, dans les villages, au plus proche en fait des besoins et des vulnérabilités. Quand j'étais à l'ambassade, en fait, la société civile jouait un rôle de relais entre les communautés et l'ambassade. Et aujourd'hui, justement, mes collègues sont là quasiment quotidiennement auprès des communautés et on a un lien direct, ce qui nous permet de mieux ressentir les besoins et puis de travailler de manière plus concrète, opérationnelle, au niveau des besoins les plus pressants face à l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Merci beaucoup. Et voilà, c'est comme nous le disons, je l'ai reçu pour la première fois et sur Éco-Conscience TV et d'abord dans l'émission Écologie et Conscience. Et cette émission spécialement dédiée aux questions écologiques, aux défis écologiques de l'heure. Depuis ça, je vous parle de 2015, dans les préparatifs à l'époque de l'accord de Paris. Et nous avons beaucoup travaillé sur ces questions avec Guillaume Togo. Il est là, après 2015, nous sommes aujourd'hui en 2024, bientôt 10 ans, où il est à côté de nous et maintenant en tant qu'acteur de la société civile et aussi expert des questions environnementales et du climat. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume, d'avoir accepté encore une fois de faire cet exercice avec nous et de traverser le temps avec nous et ici au Togo. Ma première question sur cette thématique très importante qui nous relie aujourd'hui, j'aimerais savoir, la société civile est présente sur le terrain, on le sait, partout, comme vous venez de l'expliquer avec l'expérience d'introduction. Nous sommes là, la société civile est là, dans les ateliers et même jusqu'au COP, puisqu'on s'est rencontrés c'est-à-dire la veille de COP, c'est-à-dire pour préparer une COP décisive qui a lancé beaucoup de choses après, il y a 10 ans. Alors, la société civile, qu'est-ce que c'est au juste? Nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la société civile.
La société civile, en fait, je pense que c'est un défi démocratique. Parce qu'il n'y a rien de moins démocratique qu'une association. N'importe qui peut créer une association et pour une même cause, n'importe quelle cause qu'elle soit, il peut y avoir un groupe de citoyens qui peut être contre et un groupe de citoyens qui peut être pour. Et si je suis un maire, qui vais-je écouter? Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre? En fait, ces associations en soi n'ont pas de légitimité, elles n'ont pas été élues. En fait, la légitimité qu'elles ont, c'est le mandat qu'elles se sont elles-mêmes donné, leur organisation interne. Et finalement, pourquoi écouter plus l'une qu'une autre? C'est pas forcément juste. Donc en soi, la société civile, c'est quelque chose qui n'est pas démocratique. Pourtant, quand je suis citoyen, je vote pour mon maire, à différentes échéances. Et est-ce que ça suffit? En fait, ça peut être frustrant. Peut-être que moi, en tant que citoyen, j'ai une connaissance de mon territoire, j'ai une connaissance d'une thématique, j'ai une connaissance d'un certain problème ou de solutions qui peuvent bénéficier à la société. Et donc se limiter au vote, c'est limitant. Et les associations, ça permet de structurer l'action des citoyens pour qu'ils puissent justement mieux co-construire l'action publique avec les maires et les différentes parties prenantes du territoire, de l'État. Donc finalement, d'un autre côté, la société civile, c'est aussi un élément essentiel de la démocratie. Donc comment on comble le gap entre le fait que d'un côté, la société civile, c'est de soi pas forcément démocratique, et d'un autre côté, c'est un rouage essentiel de la démocratie. En fait, l'important, c'est que la société civile puisse avoir les moyens de contribuer à un débat démocratique. Et ce débat démocratique, en fait, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il y ait des espaces d'échange, de co-construction, d'écoute. Il faut qu'il y ait des capacités de travail, de structuration des acteurs de la société civile en réseau pour qu'ils puissent se parler, dialoguer, structurer leurs messages, leurs convictions, leurs engagements. Il faut que la société civile ait des moyens, qu'elle puisse se former, renforcer ses capacités. Et il faut aussi que la société civile ait des moyens financiers pour qu'elle puisse mener des projets, des innovations, agir concrètement. Et en fait, la société civile, c'est un défi démocratique et en fait c'est un pari. Il faut que les pouvoirs publics, que la société lui fasse confiance et lui donne ses moyens pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle au sein du débat démocratique. Là, comme je l'ai dit, le thème de cet entretien, c'est surtout le rôle de la société civile dans la transition écologique, aujourd'hui dont on parle. D'abord, de toutes les manières, avant d'attaquer ce point, je veux vous demander, qu'est-ce qu'une transition écologique? Pour moi, il n'y a pas qu'une seule transition écologique. En fait, la transition écologique, c'est la nécessité de conjuguer les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Et il y a différentes manières de le voir. Souvent, on parle de la théorie du donut, où il y a un plancher social, il faut apporter à chacune et chacun un minimum requis sur l'accès à l'eau, à un emploi, l'énergie, le transport, la santé. Et puis, il y a un plafond environnemental. Il faut que ce développement se fasse dans le respect des limites planétaires en termes de gaz à effet de serre, de pollution, de respect de la biodiversité. Et en fait, ce donut, c'est une vision occidentale de le présenter. Il y a aussi d'autres manières de présenter. Par exemple, il y a une vision maori de ce donut qui inverse. En fait, c'est un plancher environnemental et un plafond social. En disant, en fait, il faut mettre au cœur l'environnement et puis voir ensuite quelles sont les limites sociales que l'on peut se donner. Et ces différentes visions, elles cultivent une pluralité de transitions écologiques. Et donc, pour moi, c'est important de laisser les différentes cultures, les différentes visions, les différentes personnes qui sont au cœur en fait de ces questions s'exprimer et définir la vision qu'elles souhaitent de cette transition pour conjuguer leur propre développement personnel, le développement collectif, en prenant en compte ces enjeux planétaires, environnementaux, climatiques. Mais pourquoi là, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, mais pourquoi transition? Mais bon, le monde est là, quoi. Pourquoi on parle de transition? Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui, transition? En fait, cette notion de mouvement qui est
à la fois induite dans les notions de démarche, de transition, de révolution. Elle est nécessaire parce que le monde que l'on connaît aujourd'hui et que l'on va connaître est foncièrement différent du monde d'hier. Aujourd'hui, on est face à un réchauffement planétaire de 1,1 degré en moyenne. Et d'ici la fin du siècle, en fait, il y a plusieurs scénarios. Le scénario le plus optimiste, c'est, si on réduit de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il va y avoir une augmentation qui va continuer en termes d'augmentation des températures d'ici 2050. Et puis après, ça va réduire de manière graduelle pour retomber à un niveau similaire à aujourd'hui. Ce qui veut dire que dans le scénario le plus optimiste, en fait, on va connaître jusqu'à la fin du siècle un niveau d'anomalie climatique qui est semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, on va le porter avec nous jusqu'à la fin du siècle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Si on n'arrive pas à réduire drastiquement nos émissions, on va avoir des niveaux d'augmentation de température qui vont être beaucoup plus importants, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas du tout le monde dans lequel on va vivre demain. Donc, il va falloir qu'on soit réactif par rapport à ces différents niveaux d'anomalie. Et donc, par rapport à hier, il va falloir qu'on soit dans une démarche de mouvement pour faire face à ces anomalies. D'où cette nécessité de transition, démarche, révolution. Cette histoire, il est important de l'expliquer. Et chez nous, à Éco-Conscience TV, notre plus grand rôle, c'est le changement par l'information. Nous faisons de l'information un moyen capital de changement pour la transition écologique. Alors, ma question, je reviens dans le cadre des acteurs de la société civile. L'urgence climatique, comme vous venez de l'expliquer, est là, et il y a l'érosion de la biodiversité. Ces deux enjeux, ce sont des enjeux aujourd'hui très forts. Et en marge de cette journée de l'environnement, et là je veux parler de la journée mondiale de l'environnement dans le cadre, aujourd'hui c'est le 5 juin, journée mondiale de l'environnement, et c'est une journée de sensibilisation, surtout en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons tous nous y engager. Quelle est la plus-value de la société civile aujourd'hui dans cette lutte, Monsieur Guillaume? Il faut concevoir la plus-value de la société civile déjà dans un contexte d'acteurs différents. Le GIEC précise en fait que pour des transitions climatiques justes, il faut une mobilisation adéquate des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Et donc en fait, c'est en agissant de manière complémentaire entre ces différents types d'acteurs qu'on pourra avoir une transition qui soit la plus juste possible. La société civile, ça regroupe les médias, les syndicats, les patronats, les associations, les ONG. C'est un ensemble d'actrices et d'acteurs qui est assez diversifié. Moi, je connais plus le monde des associations et des ONG. Je pense que les associations et les ONG ont différentes plus-values pour agir sur la transition écologique. D'une part, je reviens à l'introduction. En fait, ce sont des organisations qui sont au plus proche des communautés, donc qui peuvent partir des besoins. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a des financements qui sont importants, qui passent par des structures qui sont assez importantes, mais qui ont du mal à aller jusqu'aux acteurs les plus vulnérables. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui sont éloignés des systèmes bancaires, éloignés de marchés de capitaux, et qui sont donc livrés à eux-mêmes et n'ont pas accès, par exemple, à des prêts climatiques ou des prêts verts. D'où l'intérêt de travailler avec la société civile qui peut avoir un accès direct auprès des populations les plus éloignées, les plus marginalisées, les plus vulnérables. Ça, c'est une première fonction de la société civile, une fonction de proximité et de facilité d'accès. Ensuite, donc ça permet la justice climatique. Ça permet d'effectivement augmenter la justice climatique. Et puis, d'un autre côté, on ne sait pas de quoi sera fait le monde de demain. On va faire face à des crises de plus en plus importantes. Il y a un enjeu d'innover. Et le secteur privé peut innover, mais en ayant un but lucratif, qui n'est pas forcément compatible avec des zones extrêmement vulnérables, éloignées,
marginalisés. D'où l'intérêt de la société civile qui a une capacité d'innover de point de vue technique ou social pour proposer des choses qui vont prendre en compte pas uniquement des éléments financiers, mais qui vont proposer des choses qui peuvent aussi toucher la société. Plus-value d'innovation, parce qu'en fait on ne sait pas dans quel monde nous allons vivre et face à quelle crise nous allons devoir faire face. Cette capacité d'innovation, elle peut être sociale. La société civile, elle peut structurer des acteurs autour, par exemple, d'une ressource, l'eau, pour créer une concertation entre les différents usagers pour savoir comment gérer, se partager, préserver cette ressource dans un monde où il y aura de plus en plus de contraintes liées au changement climatique, la biodiversité et cette ressource en prenant en compte les besoins de la nature parmi les différents usagers de cette ressource. Ça peut être des innovations techniques qui peuvent reposer aussi sur des méthodes connues de manière historique par les communautés, par exemple des cordons pierreux, différents aménagements qui reposent sur des techniques qui sont connues de manière historique par les différentes communautés ou territoires. Donc les bonnes pratiques traditionnelles. Les bonnes pratiques, exactement. Et en fait, cette capacité d'innovation, elle est associée à un droit à l'erreur. En fait, une entreprise, elle n'a pas forcément le droit à l'erreur, parce que si elle rate un investissement, une innovation, elle va tout perdre. Sa raison d'être, c'est de faire du profit. Oui. L'État, il a une capacité d'innovation, mais qui est moins flexible que la société civile. Alors que la société civile, en fait, elle a une capacité d'oser qui est plus forte. Donc dans un monde qui est changeant, faire confiance à la société civile, c'est donner en fait la possibilité de voir émerger des solutions qui sont nouvelles et qui permettent de répondre à des besoins dans des contextes où la recherche du profit n'est pas forcément le but ultime. Et donc ça, c'est un deuxième levier de la société civile, une deuxième plus-value, qui est cette capacité d'innovation dans un monde où, face à l'urgence climatique et environnementale, on a besoin d'innover. Enfin, la société civile, elle a une capacité de réflexion qui est importante. En fait, il y a des liens entre des associations, par exemple au Togo, mais aussi entre associations togolaises et béninoises, entre associations béninoises et ouest-africaines, entre associations ouest-africaines et européennes. Et en fait, une collaboration. Exactement, une collaboration qui permet d'avoir des retours d'expérience, qui permet d'avoir des transferts de savoir-faire, de technologie, qui peut être moins compliqué que le transfert de technologie d'entreprise à entreprise, parce qu'il y a des enjeux financiers, contractuels. Et en fait, c'est une capacité de transfert de connaissances qui est vraiment importante. L'enjeu, c'est qu'il ne faut pas qu'une société civile, par exemple française, impose son point de vue à d'autres sociétés civiles. Il y a un enjeu d'équilibre et de construire un partenariat équilibré entre sociétés civiles. C'est, je pense, un enjeu aujourd'hui. Grand enjeu, même on parle de la colonisation du changement climatique. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Mais je pense que c'est quand même un levier pour accélérer la transition climatique et écologique. Alors, lors de votre première réponse, vous avez précisé que la société civile devrait posséder des moyens pour agir correctement. Alors, ma question c'est, les sociétés civiles ont-elles suffisamment de moyens aujourd'hui pour contribuer à cette transition climatique et écologique dont nous parlons? C'est une question compliquée parce qu'en fait, il y a différentes échelles à évaluer. Il y a l'échelle multilatérale, celle des COP, des différents programmes des Nations Unies. Il y a les échelles nationales, il y a les échelles locales. À l'échelle multilatérale, fut un temps, la société civile n'était pas reconnue comme un acteur qui pouvait négocier, qui pouvait s'asseoir à la table des négociations. Donc il y a eu des progrès. Aujourd'hui, elle a un statut qui est reconnu, même s'il y a encore des portes qui sont fermées à certains moments, des étapes clés des négociations. Donc il y a des marges de progression, mais il y a eu un historique quand même plutôt positif pour la société civile. À l'échelle des États, à l'échelle française, celle que je connais mieux, par exemple pour les ONG, il y a des choses qui existent. Il y a un dispositif dédié, il y a des espaces d'échange. Donc il y a des moyens qui sont donnés, notamment aussi pour la structuration des réseaux français, d'ONG françaises pour la biodiversité, pour le climat. Donc c'est des choses qui sont à saluer.
Après, il y a, je pense, des marges de progression. En fait, on a par exemple aujourd'hui, il n'y a pas d'appel à projet pour permettre à la société civile de proposer des actions d'adaptation concrètes sur le terrain portées par des sociétés civiles du Sud ou françaises. Et ça, je pense que ce droit d'initiative climatique serait vraiment important pour essayer d'accélérer ces innovations sociales et ces réponses concrètes au plus près des personnes les plus vulnérables et éloignées des réponses actuelles. Aujourd'hui, sur la part des financements que la France alloue au changement climatique dans le monde, en fait, il n'y a qu'une infime part qui transite par la société civile. Donc en fait, il y a aussi un enjeu de travailler sur cette complémentarité entre gouvernement, secteur privé, société civile, pour répondre aux recommandations du GIEC sur la construction de trajectoires justes qui répondent aux besoins des communautés et qui doivent associer gouvernement, secteur privé et société civile. Ensuite, il n'y a pas forcément d'appui à la structuration de la société civile des Suds, notamment des réseaux francophones, anglophones, de pays en développement. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi un levier pour renforcer la société civile dans les différents pays d'intervention de l'Agence française de développement. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on parle de la co-construction. Le mot là m'est tellement très cher. La co-construction, comme GIEC l'a déjà, comme Guillaume l'a dit, GIEC l'a déjà dit, ce partenariat ou bien ces partenariats entre les acteurs est très important. L'État, secteur privé et la société civile, ensemble, nous pouvons véritablement faire passer et faire réussir la transition écologique. Je me mets dans la société civile parce qu'en tant que média, je fais partie du collège de la société civile. Alors, ma question, c'est la colonisation du changement climatique aujourd'hui. J'ai fait exprès de vous inviter encore avant que vous ne quittiez le sol togolais parce que on avait traversé de temps, on avait passé des temps à pratiquement bientôt 10 ans, c'est pas rien, c'est grand, c'est beaucoup. Et pendant ces années qu'on a passées, on a vu beaucoup de choses évoluer, rapidement même, qui nous a surpris. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, quand vous terminez les dernières phrases de votre propos, c'est l'enjeu de voir aujourd'hui, revoir la société civile, le lien entre les sociétés civiles, c'est-à-dire spécialement avec les sociétés civiles du Sud. Et là, ça pose un enjeu majeur de décolonisation de changement climatique aujourd'hui. Alors, je veux rebondir sur cette question parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la journée mondiale de l'environnement et les questions climatiques, l'urgence climatique est très importante. Aujourd'hui, comment vous voyez cet enjeu majeur dont on parle peu? Venant de la France, ma posture, elle ne peut être que humble par rapport à cette question. Je pense que c'est une question que je me suis posée quand j'ai démarré à l'ambassade, de savoir est-ce que la COP21, c'était une lubie de la France ou est-ce qu'il y avait une résonance parmi les besoins des communautés. Et assez rapidement, quand j'ai rencontré des acteurs de la société civile, des médias, que j'étais sur le terrain, j'ai vu que c'était des préoccupations vécues par les agriculteurs notamment, et qu'il y avait un enjeu à travailler sur cette question. Donc pour moi, c'était une approche qui se justifiait. Après, il y a eu du chemin qui a été fait, et sur la manière d'aborder les choses, je pense qu'il y a toute une question de vocabulaire, de méthode, d'approche qui sont à utiliser avec précaution. Pour moi, le changement climatique, c'est quelque chose qui se justifie. Après, la manière dont on l'aborde, le vocabulaire, les démarches, les approches, doit faire attention. Il ne faut pas imposer un modèle, un point de vue par rapport à un autre. 2 exemples. Le premier, c'est l'histoire d'une association togolaise qui a voulu travailler sur des forêts communautaires et qui a parlé de forêts auprès des communautés. Et pour les communautés, la traduction en effet de forêt faisait appel en fait à des forêts classées où il est interdit d'aller. Et elles ne voulaient pas travailler sur une forêt auquel elles ne voulaient pas aller, alors qu'en fait c'était une forêt communautaire où elles auraient pu aller. Et en fait ce problème de traduction entre le document projet en français et les collectivités locales, les communautés locales, a créé des quiproquos et des difficultés. Alors que partir
de discussion à la base, dans le vocabulaire même des communautés, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'où l'intérêt aussi de laisser de l'espace à différentes langues, à différentes modalités d'expression qui est plus propice en fait à embarquer l'ensemble des communautés. Ça, c'est le premier exemple. Au niveau du GRET, l'ONG pour laquelle je travaille, on a initié un travail de mesure carbone avec un travail de collecte, de calcul assez cartésien qui prend un petit peu de temps pour définir quels sont nos principaux postes d'émission et quel objectif on peut se donner. Et avec mes collègues togolais, on a constaté qu'au Bénin à côté, il y a des divinités qui protègent la nature, comme Mami Wata par exemple. Chez moi aussi. Hein. Au Togo aussi. Dans ma communauté aussi. Nous sommes une communauté indigène. Et donc, en fait, on s'est dit finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de ne pas faire de calcul, mais de plutôt associer à différentes instances de gouvernance, à côté de la direction, un personnage qui jouerait le rôle de Mami Wata ou d'une divinité pour garantir la prise en compte des enjeux environnementaux à chaque étape clé, chaque décision clé. Et en fait, c'est une vision différente auquel on n'avait pas forcément pensé. Donc je pense que ce travail de décolonisation du changement climatique, c'est quelque chose sur lequel, en fait, on en est aux prémices. Il y a pas mal de publications qui commencent à avoir lieu, à apparaître. Et aujourd'hui, c'est un apprentissage, et notamment pour moi. Donc j'espère revenir dans 10 ans avec pas mal de retours d'expérience. J'espère que je n'aurai pas la tête blanche à l'époque pour vous refaire les 10 ans après. Mais ce que vous venez de dire, mes chers followers, c'est intéressant. C'est que ça pose la question des réalités du terrain et questions culturelles dans les questions de lutte contre les changements climatiques et surtout les luttes environnementales, parce que chaque culture, différentes communautés, manières de faire. Par exemple, moi je suis africaine, togolaise, ma communauté est différente d'autres communautés togolaises. Et pareil, vous êtes français, et ce que vous faites, ce n'est pas forcément ce que nous faisons. Mais comment aujourd'hui trouver le juste milieu pour chacune des civilisations trouve sa manière d'expression. C'est ça qui est intéressant. Merci. Alors, voilà, et nous allons revenir dans nos prochaines diffusions, dans nos prochains éléments, sur des questions vraiment clés qui est important aujourd'hui de comprendre par tous les acteurs afin de mener véritablement, correctement la lutte climatique. Et merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien très spécifique parce que c'est très important et un numéro spécial écologie et conscience dédié à la célébration de cette année, la journée mondiale de l'environnement de cette année 2024, le 5 juin 2024. Et ça, c'est un numéro spécial parce que nous voulons aujourd'hui nous engager pour faire notre engagement par l'information. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je laisse le dernier mot à notre invité qui est toujours avec nous et qui nous accompagne depuis des années. Je pense que la notion clé de cet entretien que je retiens, 10 ans après le premier, c'est la question du cheminement. En fait, il y a des cheminements individuels, collectifs, à l'échelle du Togo, des communes, de la France, du monde entier. Il y a des notions nouvelles qui apparaissent, on essaye d'ajuster le tir, on essaye d'innover. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement riche, ce chemin parcouru. Oui, très riche. Il y a eu des erreurs, il y a eu des succès, il y a eu des joies, des peines. Et j'ai hâte de faire le point dans 10 ans. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien spécial dédié à la célébration de la journée de l'environnement le 5 juin de cette année édition 2024. Et le thème spécial pour cet entretien spécial écologie et conscience, c'est la société civile et les transitions écologiques. Et quelle place de la société civile dans un monde en pleine mutation. Et c'est ce que nous avons essayé de débattre et d'essayer de toucher quelques points avec notre invité, M. Guillaume Quelin, expert changement climatique et environnement. Il est aussi
et diplomate, si je peux le dire, j'aime bien ça, parce qu'il a été dans la peau de diplomate avant, mais aujourd'hui, d'être dans la peau de la société civile. Comme nous l'avons vu durant cet entretien, c'est véritablement de toucher du doigt les enjeux écologiques de l'heure qui nous intéressent tous et aujourd'hui qui fait débat et qui mobilise. Et la société civile est l'un des acteurs clés de cette transition écologique. Merci de nous avoir suivis. Nous avons fait ce parcours ensemble, bientôt 10 ans. Le premier, c'était en 2015, qui a marqué le lancement d'Éco-Conscience TV. Et aujourd'hui, en 2024, nous continuons nos engagements aux côtés de vous, à vos côtés, pour vous apporter la meilleure des informations. Nous essayons et nous allons essayer tous ensemble pour que le changement passe par l'information également. Les médias aussi ont leur rôle à jouer. Nous tous, nous faisons partie de cette société civile que nous voulons plus forte. Et aujourd'hui, merci vraiment d'être avec nous. Tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à présent, nous avons passé, et comme nous l'avons expliqué, nous avons passé des moments. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, mais toujours nous sommes dans l'amélioration continue pour que enfin nous arrivons à jouer notre rôle en tant que société civile et surtout en tant qu'acteur de médias auprès de vous pour vous apporter la vraie information, les vraies informations et ensemble co-construisons notre société. Et comme nous le disons, c'est aujourd'hui important aussi de partir par la base vers l'international. Donc les actions locales sont très importantes. Nous vous encourageons, vous tous qui nous suivez, allez, foncez, protégeons ensemble notre environnement et faisons de notre maison commune la maison la plus agréable. La planète Terre nous appelle et nous devons écouter cet appel et essayer de préserver sa santé. J'aime bien dire ça, la santé environnementale est très importante, c'est pour nous tous. Allez, ciao, ciao et à la prochaine.